c'est pas bien, c'est pas, etc. Et en fait, non, on y va. Et on se rend compte que c'est souvent une erreur, qu'il vaut mieux prendre son temps, et là, en l'occurrence, on est en train de la refaire. Et donc, d'un premier travail qu'on a fait en France, on a fait un deuxième travail un peu ailleurs en Europe. Et on est en train de, normalement, de la ressortir prochainement pour qu'elle existe, mais elle était trop fragile, elle n'était pas assez... c'est même pas qu'elle n'était pas aux normes, elle n'était pas assez confortable, je dirais, et donc et elle s'empilait pas assez bien, en tout cas pas à mon goût. J'aime bien quand les choses s'empilent bien, donc voilà. Et donc on est en train de tout refaire. Mais donc c'est souvent un work in progress qui ne s'arrête même pas quand l'objet est sorti. Parfois ça peut continuer encore longtemps. Bon, ça c'est des objets un petit peu bonbons. En fait, je voulais faire une lampe à moins de 100 € fabriquée en France. Voilà, bon bah, on est autour de 100 €, malheureusement j'ai pas réussi à rester en dessous. Mais je trouvais que c'était un challenge chez une marque qui s'appelle Moustache, de faire des objets faciles qu'on puisse avoir, que tout le monde puisse avoir chez soi, et néanmoins fabriqués en France. Et voilà, donc ça s'appelle Chantilly, et ce sont évidemment des chapeaux de polypropylène posés sur des pieds. Un assemblage assez simple, si je trouvais plutôt amusant et poétique, et du coup accessible aussi. Voilà, ça c'est moins accessible, hein. Ça va être compliqué de se l'acheter pour son jardin, mais c'est un canapé dessiné pour Tectona. Donc bon, en extrême simplicité, évidemment, ce sont des modules, c'est-à-dire que chaque élément peut être allongé. En fait, le canapé, là, c'est 3 modules différents, enfin, ce sont les mêmes, mais évidemment, ceux du bout et du milieu ne sont pas les mêmes, mais sinon, c'est quand même, il y a 2 modules, et avec 2 modules, on va faire une infinité de configurations. Voilà, c'est pour une marque qui est très classique, en fait, qui a fait plusieurs fois le test du travail avec des designers, et qui m'a dit, quand on a commencé, écoute, Constance, moi, ce que je vends le plus, c'est quand même les canapés Empire et les canapés en tech. Il m'a dit, moi, ça me fait vraiment de la peine de vendre ça plus que le reste. Mais les Français sont quand même souvent assez traditionnels quand il s'agit de leur jardin. Ils sont assez classiques. Et il a fait plusieurs tentatives avec des super designers en plus, mais il me disait, mais en fait c'est trop pointu pour ma clientèle. Et donc moi à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait je pense que pour cette marque, un certain classicisme est nécessaire. Et en l'occurrence, je crois qu'il était assez content et que ça commence, parce qu'il vient de se lancer, en fait ça commence à aussi bien marcher, parce qu'on ne fait pas que des objets pour qu'ils soient vus, on fait des objets pour les marques avec lesquelles on travaille. Donc il faut respecter leur marché et leurs clients. Et c'est une marque qui est très belle, qui est vraiment de très grande qualité, où la fabrication est impeccable. Et aussi, je m'entends très bien avec la personne qui s'en occupe, et ça c'est très important aussi dans les relations. Et du coup, voilà, on a dessiné ce canapé extrêmement simple et plus classique justement pour ce marché. Donc ça c'est les tables qui vont avec. Voilà. Ça c'est un objet, alors ça vous avez la primeur, hein, parce que j'ai demandé en fait hier soir à ce que ce soit rajouté, parce que je n'étais pas au bureau hier soir, donc c'est pas moi qui l'ai rajouté, mais c'est que ce soit rajouté parce que on va le montrer dans 2 jours. En fait, on va communiquer dans 2 jours ou demain, enfin, je crois que je ne sais plus quand la com est prévue. Et ça va me permettre de faire une petite parenthèse sur l'aspect communication en fait. Donc, vous voyez toutes ces images, en fait, toutes ces images à chaque fois ont été faites le plus souvent par moi, ou en tout cas à l'agence, mais le plus souvent par moi. C'est vraiment une des choses que je tiens absolument à faire. Et elles ont été très soignées. C'est-à-dire que moi, parfois, je vois des boucles d'étudiants où je me dis, bon là quand même, c'est pas soigné, c'est sale, l'image est mal prise, elle est pas retouchée, etc. Il faut bien imaginer qu'une image comme ça, par exemple, c'est moi qui l'ai retouchée. Donc c'est une série peut-être de 4 images. Pour cette communication, j'ai dû y passer 3 jours. Donc, et ça c'est simple, c'est-à-dire c'est des Photoshop qui sont simples. Sur d'autres images, je peux passer 1 semaine parfois sur une image. Juste parce que en fait, j'améliore la lumière, je retravaille les compositions. Parfois on fait poser des enfants et en fait la position de l'enfant dans la section 1 est mieux que dans la section 2. Et en fait, il ne faut pas avoir honte de retoucher ces images si elles sont juste par rapport à l'objet. Et c'est très important en termes de communication. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises que des journaux me disent en fait, on vous a rajouté 3 pages de plus parce que les images sont belles. Et je pense que ça fait vraiment partie aussi de la force des objets que d'être bien communiqué, surtout aujourd'hui. Il faut respecter la réalité de l'objet, mais il faut aussi savoir communiquer bien sur les objets pour qu'ils puissent avoir une existence médiatique, et après peut-être du coup une existence même commerciale et avec les éditeurs. En l'occurrence,
Maintenant, ça fait presque partie de mes contrats en fait que je fasse les images et que je les donne à mes éditeurs. Parce qu'ils ont vu qu'on faisait beaucoup d'images et que ça marchait bien. Donc, alors qu'est-ce que c'est que cette machine étrange? Donc, alors ils appellent ça le Nespresso du vin. Alors, je serai en conférence de presse, je ne pourrais pas vous dire ça parce que c'est évidemment, on ne peut pas utiliser le mot Nespresso, mais ça vous donne un peu une indication. Ça veut dire que c'est une entreprise qui s'appelle Divin qui a développé du vin au verre. C'est-à-dire que ce sont des fioles individuelles qu'on peut avoir envie de boire. Et donc ils se sont dit, donc ça fait quelques années qu'ils vendent ce vin au verre, donc dans les petites fioles que vous voyez sur la droite, les flacons. Et ils se sont dit qu'ils allaient construire une machine, donc parce qu'il y a un ingénieur dans cette entreprise, pour que le vin soit mis à la bonne température et à la bonne aération. Alors bon, je sais que ça vous semble un peu étrange, quand on est jeune, on se dit, bah, attends, on va ouvrir une bouteille. Mais en fait, quand on a mon âge, après on se dit, ouais, mais quand même, demain, ça va être difficile. Et donc on se dit, finalement, je vais prendre juste un verre et ça va être super. Ou alors on se dit, moi j'ai envie d'un blanc, et en fait, l'autre il a envie d'un rouge, et du coup, comment pouvoir concilier nos deux désirs sans se disputer, et ben paf, voilà. Donc je vais vous faire la retape de cet objet, parce que pour l'instant je ne l'ai pas et je l'ai un peu pratiqué. Bon, c'est pas faux qu'effectivement ça met vraiment à la température et à l'aération, mais en l'occurrence, c'est vraiment pour un public, je pense, un peu plus âgé. Mais voilà, ça correspond à une demande, et en l'occurrence, je crois qu'ils ont gagné plusieurs prix d'innovation avec cet objet. Alors pourquoi ça a l'air d'être l'Empire State Building? C'est parce que en fait, tout est gravitationnel, donc ça veut dire que tout descend naturellement et donc il n'y a pas de pompe, et que du coup, on est obligé de faire comme une fontaine à vin en fait. Donc moi j'ai voulu rajouter, donc, on est au minimum de la taille possible, parce qu'on a tout refait, c'est un projet qui a duré 2 ans et demi, où on était en collaboration très étroite avec les bureaux d'études qui nous disaient oui, mais là en fait on rajoute le ventilateur A1, B5, etc. etc. Donc il faut imaginer que cette forme c'est comme une patate qui a bougé 100 fois, quoi. Et à la fin, je me suis dit, bon, on va rationaliser au maximum. Donc c'est peut-être le seul objet carré de ma production, mais j'ai quand même réussi à mettre une grosse boule là-haut, comme vous pourrez voir. Et Dieu merci, ça le rend un peu plus sympathique, mais c'est parce qu'on a besoin de presser assez fortement aussi, et puis du coup ça le rend aussi un petit peu plus léger, même en termes d'humour. Voilà, après évidemment dans les détails, chaque chose est dessinée de façon extrêmement précise, et ça a été un peu une bataille donc cette entreprise est extrêmement réceptive, mais c'était une bataille même avec les ingénieurs pour dessiner chaque objet, du tiroir à flotte jusqu'à la petite coupelle qui est en bas, pour faire en sorte que chaque parcelle de cet objet soit vraiment dessinée en fait. Et ça, c'est vrai que par moment on se dit on s'en fout, c'est à l'intérieur, et en fait on s'en fout pas du tout. C'est très important d'aller jusqu'au bout dans ces moments-là, parce que c'est ça qui fait la qualité générale d'un objet à la fin. Voilà, bon, alors ça c'est à nouveau un travail sur la couleur avec un tapis, donc je vais passer assez rapidement. Une petite étagère, voilà, une lampe avec des perles. Et les bijoux, alors là, c'est vraiment, je fais aussi un peu de retable. Donc ça, c'est la lampe cap en bijoux, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un objet que je voulais aussi extrêmement sensuel. Et là, bientôt, donc la semaine prochaine, alors j'ai pas d'image, j'en suis désolée, mais on va sortir une collection de bijoux, toujours chez cette galerie de bijoux, qui sont nés d'expérimentation avec la matière et notamment avec le plâtre. On a développé pendant un an et demi une matière, un mélange de plâtre, résine, paillettes, etc. pour développer ces projets. Vous les verrez dans quelques jours sur le site. Et c'est vraiment des moments de recherche. On a une forme de liberté. En fait, pour moi, c'est vraiment le faire des bijoux. C'est quand même, je trouve ça amusant et assez libre. C'est différent de l'industrie où on est tout le temps très contraint par des hauteurs, des tailles, des distances, le marché, etc. Là, on a une forme de liberté, et je trouve ça toujours assez amusant. Voilà, un autre bijou que j'avais dessiné pour la galerie Créo, sur le thème autour du cou, et donc là j'avais pris un peu au pied de la lettre, et donc j'avais dessiné ce collier qui est un petit peu en lévitation, puisqu'il est accroché aux 2 oreilles. Bon, je vous rassure, j'en ai vendu aucun, personne, tout le monde a eu peur de se le mettre. Bon, il n'y a que moi qui le porte, mais c'est pas grave. Un projet pour Louis Vuitton, donc une marque de... Voilà, donc comment ça se passe quand un éditeur vient nous voir? Donc soit des éditeurs viennent nous voir en disant, parce qu'on a commencé à travailler, il y a eu un petit peu de presse, il y a eu un petit peu de concours, etc. Et donc petit à petit, il y a le premier éditeur qui vient, puis le deuxième, puis le troisième, puis on fidélise, et puis à un moment donné, il y a un mélange, c'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui viennent voir avec un brief précis, qui vous disent, alors là le brief le plus précis que j'ai eu, c'est on voudrait une lampe faite dans telle matière qui coûte tant à l'achat, pour la partie électrique vous avez tant, pour la partie machin vous avez tant. Notre référence c'est ce modèle qu'on a fait et qu'on a amorti depuis des années, mais il faut faire moins cher. Voilà.
Donc ça, en général, quand le brief commence comme ça, on se dit aïe aïe aïe, ça va être difficile, parce que le truc a été amorti depuis 10 ans, bon, bah, c'est difficile quand même de faire moins cher. Ça, c'est le brief très précis. Après, on a des briefs que j'appelle noir clair, qui sont, alors oui, nous on voudrait quelque chose qui soit un petit peu contemporain, mais en même temps respectueux du passé, un petit peu coloré, mais en même temps quand même avec des couleurs qui soient faciles à utiliser. Et puis on voudrait aussi que ce soit original, mais quand même très classique. Enfin bon, je vous fais, voilà, ça c'est le brief noir clair, qui m'arrive, je pense, 3/4 du temps. Donc en général, ça me fait rire et je dis, bon, est-ce qu'on peut mettre en avant les choses principales, vraiment, qu'est-ce que vous voulez exactement? Mais bon, en même temps, ça correspond au désir un petit peu à la fois frileux, mais un petit peu normal de vouloir changer tout en restant soi-même. C'est souvent les marques. Et donc, en l'occurrence, le brief ici ne ressemblait pas à un brief noir clair, c'était plus, on voudrait des objets nomades, mais il n'y avait pas plus de précision que ça, et donc c'était à nous de proposer ce qu'on voulait. Donc c'était plusieurs designers qui étaient sollicités, et donc moi je me suis dit, je veux vraiment faire des objets nomades, mais qu'on utilise. J'avais pas envie de faire un petit tabouret qui se replie et que j'emmène au bout de ma cuisine et qui se replie et qui va de l'autre côté. Enfin, je trouvais que c'était le nomadisme, c'était relatif dans ce cas-là, et tout ça pour un tabouret en cuir, ça me semblait un peu beaucoup. Donc je me suis dit que j'avais envie de faire des objets qu'on pouvait utiliser dans l'avion quand on voyage et avec lesquels on pourrait rester élégant alors qu'on est quand même juste en train d'essayer de dormir. Donc souvent on gonfle son truc et on a l'air vraiment totalement inélégant, et je me suis dit, est-ce qu'on peut pas mettre un peu d'élégance là-dedans? Et donc est né ce duo en fait avec voilà, c'est des objets qui sont à la fois très techniques parce que c'est un travail sur l'ergonomie, et en même temps qui sont de la couture, et donc j'ai beaucoup travaillé avec les aspects couture. Alors pour l'un, en fait, tout se déhousse, enfin je vous passe les détails, injecté dans des mousses différentes, avec des épaisseurs différentes, etc. Et pour l'autre, on a même des petits scratchs avec des petits... pour que les dames puissent se maquiller, garder leur maquillage quand elles dorment. On a des petits scratchs avec des petits coussinous au niveau des yeux, qu'on peut laver, etc. pour que ça reste propre. Donc ces objets qui sont extrêmement précieux, délicats, et qui sont vraiment le résultat aussi d'un grand travail de l'entreprise, parce qu'ils ont un savoir-faire immense, et en même temps beaucoup de recherche au niveau du designer. Voilà, ça c'est une collaboration avec Ben Simon, toujours avec matière grise. Et alors maintenant on va passer à la scénographie. Donc, récemment on a eu la chance d'ouvrir plusieurs expos. Qu'est-ce que c'est que faire une scénographie? En général c'est toujours un petit peu difficile à imaginer, parce que on réalise pas quand on entre dans une exposition le travail qui a été fait. Mais il faut imaginer que souvent les lieux d'exposition c'est des lieux vides où il faut construire des murs. Donc, évidemment à part ici, il faut construire des murs et se dire qu'est-ce qu'on va mettre où. Alors on ne fait pas ça seul, on fait ça avec les commissaires. Qu'est-ce qu'on va mettre où et comment on va le présenter, qu'est-ce qu'on veut dire, comment la scénographie peut rendre compréhensible le propos de l'expo. Alors tout ça c'est du travail à géométrie variable, c'est-à-dire qu'il y a des moments où les commissaires ont une idée extrêmement précise de ce qu'ils veulent, il y a des moments où les commissaires ont des idées un peu moins précises, et donc nous, on est là pour servir le propos du commissaire et faire en sorte de l'aider à faire que ça prenne sens ensemble. En l'occurrence, c'était un projet sur la joie de vivre, donc le Palais des Beaux-Arts de Lille avait lancé un appel d'offres. Alors souvent, ce sont des appels d'offres qu'on gagne ou qu'on perd. Un appel d'offres sur ce thème, dans ces cas-là, on reçoit une liste d'offres et on nous dit, bah voilà, vous avez tant de mètres carrés, machin, et proposez-nous quelque chose. Et on propose des principes. Et là, le principe, c'était de faire des salles de couleurs différentes, avec des dégradés, donc pas des salles complètement peintes, et des salles au bord arrondi. Là, on voit bien que ce ne sont pas des cercles, parce que c'était pas possible, on ne peut pas accrocher sur des murs courbes, mais ce sont des polyèdres, en fait, avec les bords très arrondis. Et donc j'ai qu'une image, je suis désolée, mais on voit assez bien comment aussi on s'est dit, parce qu'on est designer, en fait, qu'on allait dessiner la mise à distance, qui est toujours cet objet immonde qui nous empêche de nous approcher, et qu'on a dessiné la mise à distance pour aller avec, et qu'à chaque fois, au centre de chaque pièce, on a mis une assise pour pouvoir voir les œuvres. Donc il faut imaginer que le plan il est presque en forme de cellule, avec au centre une assise et sur les bords des couleurs, avec des couleurs toujours très différentes. Ici on voit un petit peu toutes les couleurs de toutes les assises qui sont présentées et qu'on retrouve après dans les salles. Voilà, donc c'est une exposition qui
qui fonctionne pas mal, je crois, parce que c'est aussi en ce moment on a un petit peu besoin de joie de vivre. Et donc à Lille, ils ont fait beaucoup un travail sur la Renaissance, et donc elle trouve son public. La première salle ici, moi j'aime toujours bien travailler les premières salles parce que je trouve que c'est assez fort d'arriver avec quelque chose qui vous arrive à la figure. Et donc ça c'est la première salle, c'est l'Atrium. On a un très très grand écran vidéo, là on s'en rend pas compte, mais là il fait 12 mètres. Et en fait on croit que c'est possible de faire un écran de 12 mètres, mais c'est quand même assez compliqué. Il fait 12 mètres et là du coup on a des feel good movies qui défilent. C'est ce qu'ils voulaient absolument. Hein. Et on a ces assises qui nous permettent de se reposer. Voilà. Là je vais vous parler de l'exposition qui est ici. Donc vous avez peut-être aperçu en fait cette structure qui est dans l'escalier. Dans un endroit comme ici où les vitrines sont données, en fait, on a un plan qui est quand même relativement précis et qui est existant. On sait qu'on a 8 grandes salles, 8 grandes vitrines. Il y a 2 salles d'entrée qui, j'imagine que vous avez vu d'autres expositions, peuvent être complètement transformées. Et on a une immense salle à la fin qui aussi peut être complètement transformée. Donc ici, l'idée c'était de présenter d'abord le travail d'Angelin de façon thématique pour la première salle, enfin pour la deuxième salle. Donc là on voit le travail sur les animaux, sur l'animalité, là sur le travail sur le corps, à travers les costumes. Et après, et là je pense que c'est vraiment la prise de parti de cette exposition, on a en général des très grandes vitrines. Alors je me souviens plus, je crois que ça fait 6 mètres, enfin je me souviens plus très bien de la longueur, mais je crois que c'est assez long, entre 6 et 8. Et moi la première idée qui m'est venue quand j'ai visité, c'était que c'était toujours compliqué, j'avais déjà eu l'occasion de le faire par le passé, de montrer des costumes. Pourquoi ? Parce que en fait, le costume, quand il est inerte, prend un aspect un petit peu mortifère en fait. C'est quelque chose qui, moi, me fait un peu peur. En fait. Et donc je l'avais déjà fait pour la mécanique des dessous arts décoratifs, et j'avais trouvé une façon de cacher un tout petit peu le mannequin grâce à la lumière, et à faire en sorte qu'on ne perçoive plus que les vêtements, mais non pas les mannequins. Ici, c'était plus compliqué de faire ça comme ça, parce qu'on avait des mannequins obligatoirement qui avaient des têtes, parce qu'on a des chapeaux, et on avait besoin d'utiliser aussi les mannequins des lieux. Et donc je me suis dit que c'était quand même quelque chose qui était assez difficile. Et je me suis dit aussi que en fait, tout ce qu'on voulait montrer, finalement, c'était les mannequins en mouvement. Parce qu'on avait envie de... Ces costumes n'avaient de sens que parce qu'ils étaient dansés. Et donc, j'ai proposé d'utiliser un tiers de la vitrine pour faire juste un écran. Et donc, de faire un petit système interactif où donc on a 6 mannequins à gauche avec des costumes. Quand on éclaire un costume, en fait, on le voit danser sur le côté. Et donc, on a défini une temporalité. Donc, c'est des films qui sont très courts. Et donc à chaque fois on passe quelques minutes devant le costume en train de danser et hop on voit le suivant et on avance comme ça et à la fin on voit tous les costumes avec le générique. Et donc c'est une façon un peu différente de montrer donc de se dire qu'on sacrifie juste une partie de la vitrine et donc on sacrifie une partie des costumes pour les montrer vraiment en mouvement, mais c'était vraiment l'idée principale. Et Angelin était assez Angelin et Delphine étaient assez réceptifs parce que c'était un procédé un petit peu différent, et pour Angelin, c'était une façon aussi de montrer son travail réellement, en fait. C'était à travers ses costumes, relire aussi, revoir ses danses. Voilà, donc là on en voit plusieurs, vous le verrez tout à l'heure. Et pour la dernière salle, je ne sais plus comment cette idée est arrivée, mais donc si vous voyez cette salle, si vous l'avez déjà vue par le passé, elle est colossale. C'est-à-dire que quand je dis colossale, elle fait genre 7-8 mètres de haut, elle est assez grande, assez large, mais elle a vraiment ce dégagement en hauteur qui m'a fait penser à une salle de spectacle. Et donc j'ai proposé de reprendre le système d'hélicoptère. Donc c'est un spectacle qui avait été fait par Angelin, je ne sais plus dans les années, je ne vais pas dire de bêtises, mais il y a quelques années. Et donc de reprendre ce système où au sol on a un décor qui est projeté. Donc là on voit c'est comme des gouttes d'eau et qui réagit en fait au mouvement de la personne qui est dessus. Et donc je me suis dit, on va faire peut-être une salle interactive où toute personne qui danse, et là on voit qu'il y a quelqu'un qui s'était mis à danser le jour du vernissage, toute personne qui danse en fait va modifier le sol. Et donc on a cette musique d'hélicoptère de Stockhausen, et en fait on a sur le côté d'une vidéo avec la danse, le spectacle d'Angelin, un miroir où on se regarde et le sol qui bouge. Ce qui crée un effet un petit peu perturbant, mais qui en même temps fait vraiment une salle interactive. Et j'insiste là-dessus parce que dans la plupart des expositions que j'ai pu faire, et c'est vraiment un des trucs qui me plaît le plus, en fait, c'est peut-être mon côté designer qui fait ça,
mais j'essaie toujours de faire un endroit où c'est interactif. Par exemple, là, on prépare une exposition au musée du Quai Branly. Bon, on a créé une machine à Dieu, en fait, un genre de pêle-mêle en 3 dimensions, où on peut tourner et on choisit la tête de son Dieu, le buste, le bas, etc. Aux arts décoratifs, on avait fait une salle d'essayage où on pouvait tout essayer. Là, on fait une salle interactive et je trouve que c'est vraiment une façon très amusante de voir les expositions. L'autre exposition qu'on a faite, et vraiment, je vous invite à aller voir à Paris si vous y passez prochainement. Peut-être ça vous rappellera des souvenirs d'enfance. Voilà, c'est une exposition sur l'école des loisirs. Donc c'est cette maison d'édition, les Trois Brigands, etc. Enfin, je ne sais pas si vous avez été bercé à ça, mais c'est fort possible. Et donc là, c'est de la même façon. J'ai voulu faire vraiment la plupart des vitrines interactives. C'est un lieu qui est un peu difficile parce que tout est sous vitrine aussi. Les illustrateurs ne sont pas rompus à l'exercice de faire des vitrines en 3 dimensions avec leurs illustrations. Et donc pour certains, ils m'ont laissé un peu libre d'interpréter. Donc Tommy Ungerer, là, en l'occurrence, je lui ai dit, bah, si on faisait 3 brigands qui se gonflent et qui se dégonflent, est-ce que ce serait amusant? Et donc là, on voit un petit garçon qui va appuyer sur le bouton et les 3 brigands qui vont monter et descendre. Et en fait, c'est une série comme ça de vitrines. Alors, j'en ai qu'une malheureusement à vous montrer, mais c'est pour vous mettre un appétit pour la suite. C'est une série de vitrines comme ça, vraiment interactives, où on peut appuyer. Il y a une machine de Claude Ponty aussi. Je sais que Claude Ponty fait une exposition en ce moment à Moulins. Et peut-être qu'elle est passée, je sais pas. Et donc il y a une vitrine de Claude Ponty où il y a Blaise qui tape comme ça dans une machine à balles et qui balance des balles qui sont comme l'idée simplifiée des poussins, d'autres poussins, dans un panier de basket. Voilà, c'est ce genre de vitrine amusante. Alors, comment on développe ça? Alors ça, c'est vraiment des projets qu'on fait pour le plaisir. Mais comment on développe ça? En fait, la vitrine Échelin est testée à l'agence pour vérifier que oui, ça marche bien la machine à balles, on a la soufflerie qui envoie les balles au bon endroit, qu'on arrive à régler le poussin qui balance, parce qu'évidemment, en termes de montage, on a juste une semaine ou deux, et on fait beaucoup de tests. Alors du coup, c'est des projets où d'un côté, voilà, on fait une grande scénographie au Palais des Beaux-Arts de Lille qui nous permet de financer l'autre scénographie aux arts décoratifs, parce que d'un côté, on a besoin de passer beaucoup plus de temps et que c'est le plaisir aussi de faire ce métier. On fait pas ça uniquement pour aller aux Maldives l'hiver, on fait ça surtout pour le plaisir de faire des belles choses et en l'occurrence d'amuser les enfants. Et c'est une exposition qui a pas mal de succès parce que justement elle est interactive et parce qu'on y a passé le temps en fait. C'était évidemment beaucoup plus simple de se dire bon, on va faire de la coordination d'illustrateurs et on va leur demander chacun de faire des projets, des dessins, on va les imprimer, on va les mettre sur les vitrines, on va faire des dioramas. C'est évidemment possible, mais il y a d'autres façons de le faire, de se dire, bon, en l'occurrence, on a quand même envie de faire quelque chose d'interactif, c'est plus difficile, mais c'est plus amusant. Voilà, alors ça, voilà, on arrive sans transition de l'architecture d'intérieur. Donc ça, c'est un projet pour Accor. Alors là, c'est le moment où je vais vous faire un peu de militantisme. Franchement, je fais du militantisme féministe, mais là, je le ferai seulement à la fin. Ça, c'est du militantisme formel que je vais faire parce que je me suis toujours intéressée